Notre gouvernement a adopté une attitude généreuse envers les réfugiés. Stephen Harper est intervenu personnellement. Choisi de fonctionner d'une façon irresponsable. Pour empêcher l'arrivée des réfugiés en provenance de Syrie. Ça souligne à quel point nous avons besoin d'un gouvernement meilleur. Le personnel politique n'est jamais impliqué dans l'approbation des demandes des réfugiés. Beaucoup de réactions aujourd'hui donc sur cette histoire que nous révélait le Globe and Mail ce matin. Alors je vous rappelle les faits. Le traitement des dossiers de réfugiés syriens aurait été suspendu pendant 3 semaines en juin dernier par le bureau du Premier ministre. Stephen Harper, vous l'avez entendu, s'est défendu en disant que le personnel politique n'avait pas été impliqué. Alors, on retrouve Daniel à Ottawa, Tasha à Toronto, Michel est ici à Montréal. Bonsoir à vous trois, contente de vous retrouver. Bonsoir. Alors, plus que 11 jours, vous êtes contents? Bon, Daniel... Regarder le baseball en paix. Ah. Daniel, qu'est-ce qu'il faut comprendre donc de cette affaire? Quoi, que le bureau du Premier ministre a essayé d'exercer son contrôle, ça, on le sait depuis un certain temps, qu'il a beaucoup de pouvoir. Écoutez, ce qu'on peut dire, même si les faits sont un peu contradictoires ce soir, c'est que c'est assez inusité que le bureau d'un premier ministre s'occupe de qui peut devenir réfugié au Canada ou qui ne peut pas le devenir. Mais vous l'avez dit, Stephen Harper et son entourage aiment tout contrôler. Stephen Harper et son entourage ne font pas confiance, mais pas du tout aux fonctionnaires, surtout ceux de l'immigration. On a invoqué encore une fois des questions de sécurité, sauf que le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations unies a dit ce sont les gens les plus vulnérables, ils ne sont pas dangereux, ils ont été vérifiés. On raconte ici ce soir que le gouvernement Harper voulait s'en tenir à des réfugiés autres que musulmans, ceux qui sont maltraités en Syrie, les chrétiens, etc. Minorité, là, ça non plus, oui, exactement. Est-ce que c'est un moment déterminant dans la campagne? Non, sauf que ça ajoute encore un élément au dossier de ceux et celles qui veulent changer de gouvernement dans 10 jours. Tasha, alors qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien, je pense que le fait que c'était pour 3 semaines indique que ce n'était pas quelque chose qui aurait déterminé un énorme délai pour beaucoup de personnes. C'est 3 semaines. Mais ce qui m'intrigue là-dedans, c'est les raisons de sécurité. Et je pense que probablement on les saurait jamais. Le fait que ce n'était pas public au moment que c'était fait me fait penser, et je donne le bénéfice du doute dans un sens au gouvernement là-dedans, qu'il y avait une raison sécuritaire précise pour le faire de reviser ces dossiers-là, même si les Nations unies, l'organisme les avait approuvés en principe. Alors, dans ce cas-là, on ne saurait jamais parce que les services de sécurité ne le diraient jamais et le gouvernement non plus. Et je pense que le fait que ça a passé sous silence pendant si longtemps est probablement une indication de ce raison-là. Oui, n'empêche que c'est, comme disait Daniel, c'est pas au bureau du Premier ministre de faire ces vérifications de sécurité, non? Non, mais ce n'est pas eux qui ont fait la vérification. C'était peut-être un soupçon ou quelque chose qui leur a été communiqué. On ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas la raison de sécurité et probablement on ne le saurait pas. Si c'était plus long que 3 semaines, là, j'aurais des doutes sur la question musulmane, mais le fait que c'était 3 semaines me dit que probablement il y avait une raison quelconque là-dedans. En tout cas, Michel, ça a donné des munitions aux partis d'opposition. Oui, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis convaincu que M. Harper serait bien passé de la manchette du Globe and Mail ce matin. Ça rappelle à tout le monde ce qu'on reproche toujours à M. Harper, cette espèce de frénésie de contrôle et de manque de compassion, parce qu'on se dit, au moment où vraiment il fallait ouvrir les vannes, là, il avait trouvé le moyen de ralentir le flot de réfugiés. Mais oui, les deux partis, donc, ont eu matière à réaction, mais la façon dont ils ont réagi, c'était intéressant. Dans le cas de M. Mulcair, lui, qui voit le rôle de changement passer du côté de M. Trudeau, a réagi de façon extrêmement brutale, qualifiant ça d'abject. Là, on voit que pendant toute la semaine, il prend le contre-pied absolu de tout ce que M. Harper peut dire ou faire. Ça a été la même chose dans le cas du partenariat. Il a dit qu'il déchirerait cet accord-là. Cette fois-ci, c'est abject. Alors que M. Trudeau, lui, a été beaucoup plus modéré dans sa réaction. Il a dit, bien, écoutez, il n'y a pas de surprise, hein, on connaît tous M. Harper. Mais il n'a pas déchiré sa chemise. Il a simplement dit, bon, mais voyez, c'est encore une fois la preuve que ça prend un changement de gouvernement. Et qui l'incarne le mieux, c'est moi. Alors, ça a été, pour M. Trudeau, je pense qu'il avait bien calibré sa réaction. Bon, il y a eu cette histoire de réfugiés, donc qui s'ajoute à toute la question du niqab aujourd'hui, cette semaine, qui est revenue en force.
après une entrevue, donc on en parlait un petit peu plus tôt dans le bulletin de M. Harper avec notre collègue de CBC. Alors, ces deux sujets, les réfugiés et le niqab, pour lesquels M. Harper avait été critiqué au départ, finalement, ça a été assez payant, comme on dit, pour lui. Mais là, il y a de la nervosité. Comment expliquer? Qu'est-ce que ça apporte, Tasha, à M. Harper de ramener ce sujet du niqab? Bien, c'est une bonne question à poser parce que le débat qu'il avait fait ou la position sur le niqab dans le contexte d'une cérémonie de citoyenneté, il y a une large majorité de la population, 80 selon un sondage, qui sont de son bord, qui disent pour plusieurs raisons que dans cette cérémonie-là, c'est inapproprié de ne pas montrer le visage. Mais le débat sur le niqab comme tenue vestimentaire, c'est quelque chose qu'on, oui, on a eu au Québec pendant très longtemps, des années sur la question d'accommodement raisonnable, mais pas ici, au Canada anglais. Le fait qu'il a soulevé comme ça, on se demande pourquoi. Et bon, une des raisons, peut-être c'est pas pour parler à la population en général, mais il y a certainement des communautés culturelles qui sont peut-être moins disposées envers les musulmans. On peut penser, malheureusement, communauté hindoue ici, dans la grande région de Toronto, où les batailles très féroces se font pour ces comtés où les conservateurs doivent gagner, pour garder la majorité. Et c'est clair que ce sentiment de, on appelle ça en anglais un dog whistle, un sifflet à un chien, c'est de donner un message à un groupe précis sur une question qu'on cible dans une élection. Et malheureusement, semble-t-il que c'est cette communauté-là, selon les sources que j'ai, qui est plus ou moins ciblée par ça. Daniel, est-ce que ça peut se retourner? On a vu quand même que ça a été payant, je l'ai dit, jusqu'à un certain point. On a vu l'effet que ça a eu au Québec. Mais est-ce que ça peut se retourner contre M. Harper? Écoutez, Stephen Harper fait penser à un enfant qui découvre une nouvelle saveur de crème glacée et qui aime ça beaucoup et qui en mange jusqu'à s'en rendre malade. Je pense qu'on en est rendu là avec le dossier du niqab. Aujourd'hui, le Conseil du Trésor, la Commission de la fonction publique, qui est l'organisme qui supervise tous les fonctionnaires au Canada, ont tous les deux dit qu'il n'y a jamais eu une seule plainte sur le niqab dans la fonction publique, ni de travailleurs de la fonction publique, ni de citoyens en général. Ils ne sont pas capables de dire s'il y a une, deux ou trois personnes ou aucune qui portent le niqab dans la fonction publique. Bref, de plus en plus, il y a une espèce d'agacement à l'endroit de ce dossier-là. Les gens se disent, est-ce que ça vaut le coup d'aller si loin, de pousser aussi fort? Aujourd'hui, on faisait la comparaison avec ce qui s'est passé au Québec. Moi, je pense que c'est peut-être un peu boiteux. Sauf que M. Harper a peut-être allé un peu trop loin, là. Vous pensez aussi, Tasha, que ça peut se retourner contre lui? Bien, déjà, un député a dit qu'il n'est pas confortable avec un candidat conservateur avec cette position. Et oui, je pense que ça pousse loin parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas un consensus public au Canada anglais sur cette question. Ça n'a pas été débattu. Alors, pourquoi il le soulève? Ça soulève plein de soupçons et de questions négatives, je dirais. Oui. Et Daniel Thibault nous parlait un peu de la nervosité qu'on sent dans le camp conservateur en ce moment. Toutes les entrevues ont été annulées. La nôtre également, Et l'autre facteur, si vous me permettez, très rapidement, qui explique cette nervosité. Vous avez peut-être vu ce sondage aujourd'hui où c'est loin d'être le délire quant au partenariat Asie-Pacifique. Il y a beaucoup de Canadiens, c'est presque plus que la moitié dans certains cas, qui ont beaucoup de réserves, beaucoup de craintes à l'endroit de ce traité. Oui, parlant de sondage, il y a un contexte électoral. On assiste à une remontée du Parti libéral, même au Québec. Alors, je vais vous montrer les chiffres. C'est le plus récent sondage. Ça a été réalisé pour le compte du Globe and Mail. Ça va être publié demain. Alors, regardez les résultats. Le Parti libéral qui rattrape le NPD au Québec avec 28 des intentions de vote. Les conservateurs sont à 20 le Bloc est à 23 À l'échelle nationale, je veux juste vous dire que les libéraux, selon ce sondage, sont en tête avec 34 les conservateurs à 30 et le NPD à 25 Alors, Michel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, on arrive au congé de l'Action de grâce. Les gens vont se voir, vont se parler lundi. Comment est-ce que vous lisez l'humeur de l'électorat? Bien, la grosse surprise de ce sondage-là, je pense que c'est le fait que les libéraux ont rejoint le NPD en tête des intentions de vote au Québec. Que les libéraux faisaient bien chez les anglophones, les allophones, tout le monde le savait. Mais ces chiffres-là laissent croire qu'ils font aussi une percée chez les francophones. Et ça, c'est vraiment un élément nouveau. Tout le monde se disait, bon, les francophones, quand même, un Trudeau, le Parti libéral, les commandites, ça ne marchera jamais. Et là, de toute évidence,
D'abord, je pense que les gens trouvent que M. Trudeau a fait une bonne campagne, ce qui est le cas. Et d'autre part, je pense que maintenant, il réalise que celui qui peut battre M. Harper, c'est M. Trudeau. Et à partir de là, même des francophones, j'en connais personnellement, qui jamais auraient imaginé voter pour un candidat libéral et qui maintenant envisagent de le faire parce que c'est pour battre Harper. Ils n'aiment pas particulièrement Trudeau, même s'ils reconnaissent qu'il a bien fait. Mais maintenant, c'est celui qui peut battre Harper. Et si vraiment cette impression-là se répand, ça va être désastreux pour le NPD et pour M. Mulcair. Tacha. Dans un sens, c'est M. Harper fait le travail pour M. Trudeau parce que lui, en attaquant M. Mulcair au point où le vote NPD commence à dégringoler, ça aide les libéraux. C'est une balance délicate que les conservateurs doivent maintenir, surtout dans les deux provinces qui sont vraiment en jeu, Ontario et Colombie-Britannique. Mais les Québécois regardent ça et se disent justement qui est le anti-Harper, c'est qui qu'ils doivent choisir. Et là, on explique que, bon, ils pensent qu'il y a une vague libérale qui commence dans ces autres provinces. Et là, ils regardent ça et changent leur vote aussi. Daniel, alors qu'est-ce que les chefs doivent faire? Là, il reste quelques jours à la campagne. Est-ce qu'on va voir des changements de stratégie? Qu'est-ce que vous entrevoyez? Bien, vous avez déjà vu Thomas Mulcair retourner à gauche complètement, prendre, comme Michel l'expliquait plus tôt, prendre et Justin Trudeau et Stephen Harper à contre-pied sur à peu près tous les dossiers. Ça semble un peu désespéré dans son cas. Est-ce qu'il peut remonter la côte? Encore là, Michel l'a expliqué, de plus en plus, les Canadiens sont conscients que si on peut battre Stephen Harper, c'est avec Justin Trudeau. Sauf qu'il ne faut jamais sous-estimer, je l'ai déjà fait à mon grand regret, il ne faut jamais sous-estimer Stephen Harper. Sa base est toujours très solide, très, très solide. Ça ne monte pas rapidement, mais elle est très solide. Et la journée de l'élection, sur le terrain, ils auront la meilleure organisation et 10 fois plus d'argent qu'ils peuvent en dépenser. Alors, rien n'est joué, ça va être passionnant. Et au Québec, cette fois-là, il n'y aura pas de vague à la Trudeau ou à la Mulroney ou à la Lucien Bouchard et Duceppe. Ça risque d'aller dans toutes les directions. Et là aussi, pour nous, les observateurs, ça va être passionnant. Oui, on va se coucher tard, c'est ça, Michel? On va se coucher tôt. Des grandes chances, oui. Oui, bon, ben, merci beaucoup à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera notre dernière table ronde avant le 19 octobre. Qui aurait cru ça? On a commencé le 2 août. Ça fait quand même un bon bout. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. Au revoir. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse reçoit Denis Lebel, lieutenant politique de Stephen Harper au Québec.